Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour et bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio avec la participation de la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité en ce vendredi, c'est Chantal Joanneau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice UDI de Paris et conseillère régionale d'Île-de-France. On en viendra tout à l'heure à tous ces sujets avec Oriane Mancini. Bonjour. Bonjour de Public Sénat et Christophe Bordet de Sud Bonjour. Radio ce matin. Chantal Joanneau, 6 Français sur 10 opposés au projet de loi sur la réforme du Code du travail. Est-ce que vous êtes dans ces 6 sur 10? Non, je ne suis pas du tout, au contraire. Je trouve que la loi va dans le bon sens. Elle ne va pas assez loin pour nous, puisqu'on est, on est effectivement libéraux et on l'assume. Donc elle ne va pas assez loin, parce que le vrai sujet en France aujourd'hui, c'est le chômage, mais ce n'est pas les chiffres du chômage qu'il faut regarder, ce sont ceux de l'emploi. Et ce qui va très mal en France aujourd'hui, ce sont les entreprises. Donc tout ce qui peut contribuer à la création de l'emploi est positif. Oriane Mancini. Est-ce que vous appelez Manuel Valls à tenir bon sur ce texte ? Je l'appelle aussi à écouter les propositions qu'au feront les différents partis, alors essentiellement du centre, bien évidemment dans le débat, parce que nous, on souhaite que ça aille plus loin. Donc oui, il faut qu'il tienne bon. Est-ce qu'il tiendra bon ? Ça, c'est autre chose. Alors, on se bat aujourd'hui en disant il y a beaucoup de symboles. Alors, moi, je veux qu'on se batte sur un texte concret et qu'on voit en quoi ça va aider concrètement à créer des emplois ou pas. Alors justement, Chantal Joanneau, quand vous dites il faut aller plus loin, si on reprend un petit peu les principaux points de ce texte, d'ailleurs François Hollande disait hier, avant de repartir d'Argentine, que c'était un texte équilibré. On s'aperçoit donc que les 35 heures sont quand même écornées, qu'on pourra travailler jusqu'à 60 heures par semaine dans certains cas, les heures supplémentaires moins payées, des indemnités prud'homales plafonnées, et vous dites, il faut aller encore plus loin. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... C'est intéressant de voir comment... Ça veut dire quand même que le texte tel qu'il est présenté aujourd'hui, vous dites, oui, je le voterai, mais ça, déjà, c'est juste un petit ravalement de façade. C'est quand même intéressant de voir comment vous-même, vous détournez le fond de la loi dans votre présentation. Oui. Les 60 heures, ça avait été évoqué au départ. Ça n'est pas dans le texte de loi. Ça n'est pas dans le texte de loi. Le plafonnement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'est pas un plafonnement. Le gouvernement a proposé de mettre le niveau moyen d'indemnité qui est aujourd'hui décidé en prud'homme, ce qui fait que pour certains, ce sera plus, pour d'autres, effectivement, ce sera moins. C'est un niveau moyen. Moi, je ne me battrai pas là-dessus. Ce n'est pas mon sujet. Mon sujet aujourd'hui, c'est vraiment le sujet des entreprises. C'est le sujet des syndicats, en revanche. Oui, ça, c'est le sujet des syndicats. Mais moi, je ne me battrai pas là-dessus. Pour moi, ce n'est pas l'essentiel du texte. L'essentiel du texte, c'est que l'accord d'entreprise puisse effectivement déroger à la loi dans certains cas, dans des cas où on a besoin de flexibilité parce qu'il y a plus de travail ou parce qu'il y a moins de travail ou parce qu'on a besoin de sauver ou de créer des emplois. Alors quand vous dites qu'il faut aller plus loin, vous proposez quoi ? Très concrètement, je viens de vous le dire, sur les accords collectifs, qu'on aille plus loin sur la question de la remise en question des 35 heures. Vous savez que j'ai toujours été opposée, que nous, on est favorable... Donc il faut les supprimer. Nous, on a toujours été favorable à la suppression des 35 heures. Principalement, d'ailleurs, là, on parle des entreprises, mais dans le public aussi. Ça, c'est le vrai sujet. Parce que quand vous regardez les chiffres de l'économie française, ce qui coûte le plus cher, c'est le service aux entreprises. Et dans le service aux entreprises, il y a toute la partie, justement, du domaine public. Et c'est là où ça coûte le plus cher. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce texte met la droite dans une situation délicate, étant donné quelque part, il vient couper l'herbe sous le pied de la droite qui aurait pu proposer ce texte lorsque vous étiez au pouvoir ? Mais vous avez 100% raison. Il met la droite et le centre face à ses responsabilités. Soit on croit en ce qu'on dit et dans les orientations politiques qu'on propose, et dans ce cas-là, on contribue au texte et on le soutient et on contribue au texte en allant peut-être plus loin, effectivement. Soit on fait de la politique et on s'oppose parce que c'est le texte du gouvernement. Moi, c'est pas ma position, c'est vraiment pas du tout ma position. On aurait dû proposer ça. On aurait dû aller vers cette voie, effectivement, à l'époque. On ne l'a pas fait. On a remis en question les 35 heures via les heures supplémentaires, ce qui remettait en question les 35 heures et faisait du pouvoir d'achat pour les salariés, ce qui était plutôt une bonne chose. Mais on n'est pas allé très loin. Et c'est ça qui est incroyable aujourd'hui, c'est que ce type de texte, qui est quand même très libéral, c'est la gauche qui le propose. Donc je comprends les Français quand ils se disent « Oh là là, mais en politique, aujourd'hui, on ne comprend plus rien », parce que c'est la gauche qui propose des textes libéraux et la droite qui, finalement, risque de s'y opposer. Est-ce que ce n'est pas la seule manière qui passe, au fond, que ce soit la gauche qui le propose ? Moi, ça devient inquiétant si on en arrive là, mais malheureusement, je crois qu'on n'est pas loin, oui. Oriane Mancini. Il y a une montée de la contestation sur ce texte, notamment chez les étudiants et chez les lycéens. Est-ce que ça vous fait craindre un nouveau CPE ?
Chez les étudiants et les lycéens, alors pas par rapport à ce texte, mais en général, je comprends vraiment leur colère. C'est-à-dire que quand on voit, moi j'ai beaucoup de jeunes autour de moi, alors ils enchaînent des stages, ils enchaînent des petits boulots, ils ont des CV à rallonge énormes comme le bras, ils ne trouvent pas d'emploi. Ceux qui ont les moyens, ils partent à l'étranger, parce qu'ils vont faire leur première expérience à l'étranger, comme ça ils peuvent revenir en France et trouver vraiment du travail. Donc leur colère, elle est légitime. Et quand on n'arrête pas de dire, nous politiques, notre jeunesse a un problème, c'est pas la jeunesse qui a un problème, c'est les politiques et ce sont les adultes qui contribuent à créer cette situation. Pour eux, cette loi, elle ne va pas précariser leur situation parce qu'ils sont même en dessous du niveau créé par cette loi. La loi, malheureusement, elle n'améliore pas spécifiquement leur situation. On n'est pas dans la flexi-sécurité que nous, on aurait souhaité avec un contrat de travail unique. Ça, c'est une proposition qu'on peut faire. Vraiment, le contrat de travail unique avec une acquisition de droits progressifs. Mais est-ce que sur ce texte, vous craignez un nouveau CPE et donc vous craignez que le gouvernement ne cède face à la pression de la jeunesse ? Peut-être pas la pression de la jeunesse. Je pense que les syndicats sont en eux-mêmes déjà assez mobilisés. Mais je souhaiterais que les syndicats ils défendent aussi beaucoup plus les chômeurs et l'intérêt des chômeurs aujourd'hui. Alors, il y a l'opposition potentielle dans la rue. On va bien voir ce qui va se passer dans les jours, les semaines qui viennent. Et puis, il y a l'opposition à la gauche de la gauche ou dans le Parti socialiste aujourd'hui. Est-ce que vous craignez que ce texte, le gouvernement dise à un moment 49.3 ? On va le faire passer comme ça va aller plus vite. Ça n'est pas exclu manifestement, puisqu'ils l'ont déjà dit. Ils ont déjà dit que ça n'était pas exclu de passer au 49.3. Si on passe au 49.3, le problème va être politique. Il va être fondamentalement politique. C'est que tout d'un coup, la droite et le centre vont se dire, en tout cas la droite, ça c'est sûr, vont se dire, tiens, c'est peut-être l'occasion de faire tomber le gouvernement. Donc c'est ça le problème du 49.3, c'est que quand on prend le 49.3, on sort d'un débat de fond pour aller sur un débat purement politique. C'est on fait tomber le gouvernement ou pas. Pas seulement sur ce texte, mais sur d'autres raisons de fond. Justement, puisqu'on parle du gouvernement et de la situation dans laquelle il est aujourd'hui, on sait bien qu'il y a deux gauches qui se présentent à nous depuis quelques heures, quelques mois, évidemment, mais quelques heures là avec l'entrée en piste de Martine Aubry. Hier, Manuel Valls a répondu à la charge de Martine Aubry en disant qu'il ne voyait pas de proposition dans sa tribune dans Le Monde. Et Martine Aubry, qui est passée à la réunion du collectif pour la primaire à gauche hier, a fait volte-face finalement. Elle a invité François Hollande à venir se présenter à la primaire alors qu'elle avait dit le contraire la veille. Est-ce que finalement ce spectacle chez les socialistes aujourd'hui est à la hauteur de la situation du pays, sincèrement ? Malheureusement, je vais laisser les socialistes. Non mais d'accord, mais enfin quand même. Maintenant, on a d'autres problèmes à gérer et à régler. On a d'autres problèmes à gérer que des règlements de compte entre personnes, en fait. Et c'est vrai qu'ils ont un débat de fond. Le vrai débat qui est très intéressant entre Valls et Aubry, c'est que Valls s'était toujours opposé aux 35 heures et que c'est quand même elle qui a porté les 35 heures. C'est pour ça que quand elle parle de modernité, quand on voit les conséquences que ça a eu concrètement sur la situation économique du pays et donc la situation sociale, puisque c'est quand même ce qui contribue au chômage de masse. La modernité de Martine Aubry, elle est quand même toute relative. Mais donc c'est ça, moi, le débat de fond qui m'intéresse entre les socialistes, c'est celui-là. C'est effectivement toute cette partie des socialistes qui, en réalité, peut-être parfois plus proches de nous, qui ne sont proches de ce qu'est réellement le socialisme et le néo-keynésianisme. Chantal Joanneau, on va parler d'économie. Budget 2016, Bercy cherche 7 à 8 milliards d'économies. Est-ce que la France va tenir son objectif de réduction du déficit en 2016 ? Est-ce que c'est un problème ? La Commission européenne a d'ores et déjà dit qu'elle doutait fortement qu'on soit en capacité de tenir les objectifs et qu'on serait à un déficit plutôt proche de 3,7 que de 3,5. Donc manifestement, non, ça va être compliqué. Et encore, le drame de cette affaire, c'est que là, on est dans une situation et un contexte économique en fait extrêmement favorable, avec des taux d'intérêt très bas, avec une situation internationale plutôt favorable, sans inflation. C'est-à-dire si demain, on observe une hausse des taux d'intérêt, ce qui serait quand même à un moment ou à un autre assez logique, qu'il y ait une défiance à l'égard des marchés, à l'égard de notre pays, la situation va être totalement catastrophique. C'est la faiblesse de l'inflation et la multiplication des dépenses aussi nouvelles qui font que ça ne tiendra pas. Le vrai sujet, c'est la multiplication des dépenses nouvelles. Alors, on parlera peut-être de la région après, mais on a le même problème dans la région. On emprunte en moyenne 800 millions par an. C'est quand même effroyable sur un budget de 5,5 milliards. Alors, autre problème européen et évidemment français, c'est Calais. La justice a autorisé le démantèlement de la jungle de Calais hier, un démantèlement sur plusieurs mois, nous dit-on. Très doux. Est-ce que c'est la bonne solution ? Le vrai sujet, c'est où ces personnes vont pouvoir être ensuite relogées
correctement. Alors, c'est démantèlement, sauf ce qu'on appelle les lieux de vie et lieux communs, et notamment les lieux qui accueillent aujourd'hui des femmes et des enfants, parce qu'on a un vrai problème. Par exemple, non, mais il y a un vrai sujet, la délégation aux droits des femmes y est allée, il y a un vrai sujet sur la situation des femmes dans ces camps, parce qu'elles sont une toute petite minorité, elles sont victimes de violences sexuelles absolument effroyables. Donc, il faut aussi... Est-ce qu'il faut un démantèlement qui soit très lent, ou bien est-ce qu'il faut aller plus vite? Il faut un démantèlement, j'allais dire qu'il soit le plus rapide possible, sous réserve qu'on arrive à reloger ces personnes. C'est-à-dire que si on démantèle pour que simplement elles puissent aller reconstruire, parce qu'il faut bien qu'elles vivent quelque part, de toute façon, pour qu'elles reconstruisent un camp ailleurs, ça ne servira à rien. Donc toute la question centrale, c'est effectivement où est-ce qu'on les reloge. Et là, ça rejoint d'ailleurs un petit peu une proposition... Quand le ministre de l'Intérieur dit tout le monde sera relogé, vous le soupçonnez de mensonge ? Là, en l'état actuel, de toute façon, on manque de place. Ou alors, il faut que les personnes acceptent d'aller effectivement dans des situations, dans des relogements qui sont loin de Calais, parce qu'aujourd'hui, elles refusent systématiquement. Donc Bernard Cazeneuve ne nous dit pas la vérité. On a eu plusieurs expériences sur le camp de Calais, où des personnes, ou même notamment des mineurs, ont été relogés à 60 voire 80 km. Ils sont revenus à pied, parce qu'ils espèrent toujours passer. Chantal Joanneau, vous qui êtes une européiste convaincue, le référendum sur la sortie ou non de l'Union européenne aura lieu le 23 juin. Est-ce que la Grande-Bretagne doit sortir de l'Union européenne? Mais moi, qu'ils sortent. Franchement, qu'ils sortent. Qu'ils sortent. Écoutez, vu le mal qu'ils ont fait à l'Union européenne, à sa remise en question, on ne peut pas avoir à chaque fois les avantages sans contribuer au collectif et à la solidarité européenne. Systématiquement. C'est systématiquement, on en demande plus. Attendez, vous allez voir ce que... Alors, en plus... Pour les places financières, ce ne sera pas si mal que ça, parce que ça va arranger et Francfort et Paris, donc pourquoi pas. Et on déroulera un tapis rouge. Est-ce que ça va permettre à l'Europe de se resserrer en quelque sorte? Nous, on plaide pour une Europe resserrée. On plaide pour ces fameux cercles concentriques qui datent d'ailleurs de... c'est pas nouveau cette affaire-là, mais on plaide effectivement pour une Europe resserrée, pour que ceux qui ont envie d'aller plus loin et d'être plus intégrés, et justement de contrôler ensemble leurs frontières, puissent le faire. Est-ce que selon vous, les chefs d'État et de gouvernement, la semaine dernière, ont trop cédé à David Cameron? Moi, c'est sûr que j'aurais pas voulu qu'on cède autant. Après, je connais, pour avoir travaillé à Bruxelles, et je sais combien la négociation européenne exige quand même des compromis, ça c'est une évidence, mais je trouve qu'on est beaucoup trop complaisant à l'égard de David Cameron. Alors, il y a un jeu de théâtre, vous allez voir ce que vous allez voir, mais quand même, l'Union européenne, à chaque fois, s'affaiblit dans ce genre d'affaires. On va revenir à un sujet parlementaire, la révision constitutionnelle qui sera examinée au Sénat dans 2 semaines. L'Assemblée a supprimé toute référence à la binationalité. Est-ce que, selon vous, le Sénat doit réintroduire cette notion de binationalité dans le texte? Nous, on est totalement opposés. Totalement opposés à ce qu'on réintroduise une distinction entre effectivement les Français, parce que la binationalité, c'est une distinction entre des Français. Alors, la position qu'on a adoptée à l'Assemblée nationale, elle est très claire. C'est pas de référence à des binationaux, la déchéance de nationalité et la ratification de la Convention de 61, qui permet effectivement, dans des cas extrêmes, puisque c'est quand même le juge qui décide, des apatrides. Voilà. Mais donc, pas de différence. Quelle sera la position au Sénat? Donc, pas de référence à la binationalité. Et est-ce qu'il faut alors, dans ces cas-là, inscrire dans la Constitution l'impossibilité de créer des apatrides? Est-ce que ça sera ça la position du Sénat? Non, ma position, c'est la position du Sénat, je ne peux pas vous la dire. De votre groupe au Sénat? Dans mon groupe, ça n'est pas encore acté, puisqu'il y a beaucoup de divergences de points de vue au sein de notre groupe. Et moi, ma position, je peux déjà vous donner la mienne, à défaut d'autre chose, c'est de reprendre ce qui a été voté à l'Assemblée nationale. Christophe Bordet. Les animaux sont arrivés, Chantal Joanneau, porte de Versailles, salon de l'agriculture, vous connaissez bien. Oui, je croyais que vous alliez parler des abattoirs. On passe d'un sujet à l'autre, bien sûr. Les agriculteurs sont en crise. Certains disent d'ailleurs il ne faut pas y aller cette année à ce salon de l'agriculture. Est-ce que vous les comprenez? Est-ce qu'ils ont raison? Il ne faut pas y aller. Ça reste une vitrine quand même. Et ça reste le lieu où ils peuvent exprimer leurs difficultés. Sur les agriculteurs, toutes leurs doléances à l'égard effectivement du système de la grande distribution, ça je les comprends, mais alors 100% et 200%. On ne peut pas continuer avec ce discours qu'on voit encore s'afficher sur des publicités selon lesquelles la nourriture pas chère, c'est absolument formidable. La nourriture pas chère, ça ne permet pas de rémunérer des agriculteurs et des producteurs, et ça oblige parfois
à rogner sur la qualité. Donc ça, je suis aujourd'hui, franchement, la grande distribution leur fait un mal incroyable. 30 secondes à Oriane Mancini, je crois que vous avez une question. Vous parlez de la grande distribution. Est-ce qu'elle doit faire preuve de plus de solidarité, comme l'a demandé hier Manuel Valls? Mais d'honnêteté, tout simplement. D'honnêteté, il faut arrêter de dire, délivrer des mensonges. Le manger pas cher et pas bien. Non, c'est pas bien pour notre santé. Et d'ailleurs, on voit la part du budget de l'alimentation dans les ménages a tellement baissé qu'aujourd'hui, effectivement, ça ne contribue pas à payer correctement les agriculteurs. Donc c'est juste d'être honnête. On ne dit même pas de la solidarité, juste d'être honnête. Chantal Joanneau, on va parler du Conseil régional d'Île-de-France. Valérie Pécresse a nommé Caroline Carmentran, cofondatrice donc du mouvement anti-mariage pour tous et les merveilleuses, au poste de présidente de la commission famille et action sociale au Conseil régional. Vous aviez été consulté, vous, en tant que partenaire, sur ce choix? Non. Non, on n'a pas été consulté. Alors, mais c'est pas un problème individuel avec Mme Carmentran, qui par ailleurs est plutôt très, très sympathique. C'est un problème politique. C'est qu'effectivement, on sait bien que c'est une friction assez délicate entre nos deux partis. Et puis surtout, je pense que ça peut être vécu comme une provocation au sein de cette commission par d'autres personnes. On verra comment ça va fonctionner. J'espère juste que justement, ça ne va pas entraver les débats de fond au sein de la commission. Ça se passe bien avec Valérie Pécresse, autrement, d'une manière générale? Oui. Mais vous savez, je la connais depuis longtemps et j'ai toujours dit que j'étais amie avec elle. Et dernière toute petite question, Michel Platini donc, ne sera pas candidat aujourd'hui à l'élection de la FIFA. Vous le regrettez, vous? Ah non, pas du tout, non. Non, le système Blatter-Platini, je pense qu'il faut vraiment passer à autre chose et sortir le foot de cette hérésie de l'argent. Voilà, c'était une question à l'ancienne ministre des Sports, bien sûr. Voilà, merci Chantal Joanneau d'avoir été l'invitée de cette matinale d'Info. On passe à l'analyse de l'actualité et de vos propos avec les éditorialistes de la presse quotidienne régionale dans un instant. Voilà, bonjour, j'accueille Zoé Cadio du Midi Libre et de l'Indépendant. Bonjour Zoé et Jérôme. Comment allez-vous? Eh bien ça va bien Cyril, et vous-même? Eh bien très bien, et vous êtes rédacteur en chef chargé des éditions régionales du Point, Jérôme Cordelier. Merci d'être là. On démarre ce débrief de cette actualité, de ce qu'a déclaré chez nous ce matin Chantal Joanneau, qui était notre invitée. On va démarrer avec la réforme du Code du travail. 17 signataires des parlementaires d'opposition pour la voter, prêtes à la voter. Elle y est elle-même favorable. Chantal Joanneau, Zoé Cadio. Oui, elle est favorable. 17 signataires et Martine Aubry qui disent qu'ils sont par contre. Il y a aussi 500 000 personnes sur une pétition qui a été lancée sur Internet. Donc il y a véritablement un malaise par rapport à ce texte. Malaise, pourquoi? Parce qu'il touche un peu à des dogmes, il remet en cause un peu aussi peut-être l'ADN socialiste, même si réellement dans le texte il n'y a pas grand-chose qui change, comme le disait Madame Joanneau, parce que les 35 heures, ça fait bien longtemps qu'elles ont été attaquées par des systèmes de dérogation, mais on sent que ça fragilise vraiment la maison. Alors Chantal Joanneau, elle a dit en même temps que ça n'allait pas assez loin pour elle. Oui. Elle a dit, mais elle n'est pas au Parti socialiste. Voilà, elle a parlé aussi du 49.3 dans cette affaire, et en disant que en fait, c'était maintenant sur le terrain politique, du coup, Jérôme Cordelier. Oui, enfin le 49.3 sur la réforme du travail, ce sera aberrant quand même. Le 49.3, à l'origine, c'est quand même pour des circonstances exceptionnelles et puis pour faire passer des textes qui un peu mettent en cause la vie de la nation, si on peut dire. Alors, la réforme du travail, c'est intéressant parce que c'est vrai que ça crée un vrai blitzkrieg, on pourrait dire, à gauche. Bon, c'est normal que Martine Aubry, d'un point de vue tactique politique, se saisisse de ce texte, parce que si elle s'en saisissait pas, elle se serait renier ses convictions et ce qui a fait son engagement politique depuis le début. Donc il y a un gros malaise à gauche qui couvait depuis quand même des mois, voire, j'allais dire des années, donc qui s'exprime là, voilà, bon. Le texte est plus soutenu par la droite. C'est vrai que de toute façon, la réforme du travail, il faut la mettre en application maintenant. C'est un peu tard, évidemment, puisqu'on arrive dans la dernière année du quinquennat. Et ça, évidemment, ça aurait dû être fait bien avant. Non, mais ce qui est marrant aussi, c'est de dégainer le 49.3 sur un texte, justement, sur la réforme du Code du travail, alors que ce gouvernement... Il n'a pas encore été dégainé. Non, la menace, la menace de dégainer le 49.3, alors qu'ils ont quand même basé toute leur politique sur le dialogue social. Donc, ça fait sourire. Oui. Avec des députés et des sénateurs assez différents, même à droite, qui sont favorables. Benoît Paru, Nathalie Kosciusko-Morizet, Gérard Longuet. Au fond, c'est étonnant aussi, ça.
Ah oui, c'est une réforme qui est plus soutenue par la droite que par la gauche maintenant, donc ça pose un réel problème de positionnement pour Manuel Valls essentiellement, hein, puisqu'il est porteur. Là, on sent que de toute façon, il se joue une partie importante pour les années à venir hein, au sein de la gauche, hein, et notamment Manuel Valls, là, joue son avenir politique hein, sur cette réforme. Alors on passe justement à la primaire des gauches, comme on l'appelle maintenant, avec une Martine Aubry, alors qui aussi, Zoé Cadio, on a compris hier soir qu'au fond, elle pourrait même être candidate peut-être. Qu'est-ce que alors, le problème de Martine Aubry, c'est qu'on ne sait pas ce qu'elle veut réellement, parce qu'elle elle apparaît un peu comme la nouvelle image, la nouvelle icône des frondeurs en se mettant en avant sur cette pétition. Mais elle refuse le mot frondeur. Hein, elle refuse le mot frondeur en plus. Et ce qui est très marrant, c'est qu'il y a encore 2 jours, elle disait non, moi je remets pas en cause la légitimité de François Hollande pour partir pour un 2e quinquennat. Et hier soir, alors j'ai pas très bien compris si c'est elle qui disait qu'elle remettait en cause justement et qu'elle disait pourquoi pas la primaire pour François Hollande, il peut y aller, je vois pas pourquoi. Oui, on n'a pas compris. On n'a pas très bien compris, ou est-ce que ça a été relayé par ses lieutenants François Lamy et consorts. Non, mais la colère couve. Alors elle bout depuis très longtemps, hein, Martine Aubry quand même. La réforme territoriale, souvenez-vous, elle était vent debout contre. Donc elle bout depuis longtemps contre ce gouvernement. Et puis sans parler des animosités personnelles avec Manuel Valls, évidemment. Alors, c'est un PS frondeur ou un PS fracturé après cette violente charge, au fond? C'est un PS en miettes. C'est pas moi qui le dis, c'est l'éditorial du Monde d'hier. La gauche est en miettes, et c'est ça le problème. C'est que maintenant, il faut qu'Hollande revienne dans le pays et remette un peu de l'ordre dans la maison, s'il peut encore le faire. Oui, enfin, ce qui est très marrant quand même, c'est que l'histoire du Parti socialiste est basée justement sur ces courants. Qu'on le veuille ou non. Hein. Et il suffit de remonter à Blum. Ça rappelle le congrès de Rennes. Mais même, et encore plus ancien, le congrès de Tours avec Léon Blum qui disait qu'il fallait garder, allez-y à vos aventures. Remonter à Léon Blum. Et je garderai la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est quelque chose qui est inscrit. Un mot sur le timing quand même, Jérôme Cordelier. C'est pas un peu tardif ça, ces prises de position de Martine Aubry, en public, bien sûr, même si on sait qu'elle, depuis le départ, encore une fois, elle avait souvenez-vous de la réforme territoriale, elle a été terrible hein, contre la réforme territoriale. Cette réunion dans un café parisien où elle était enfin vraiment, elle a tonné depuis longtemps. Et puis là, je pense que si vous voulez, le couvercle a sauté quoi. Elle en peut plus de supporter un gouvernement qui va à l'encontre de ses convictions. Donc je pense que la colère et le réquisitoire, comme on a dit de Martine Aubry dans Le Monde, est un réquisitoire sincère hein, de femmes de conviction. Il faut prendre ça en considération. Alors ce qui ne va pas améliorer les choses, Zoé Cadio, c'est que le budget 2016, on cherche 8 milliards d'économies, mise en cause la faiblesse de l'inflation et la multiplicité des dépenses nouvelles. Ça va créer aussi des lignes de fracture, ça. Oui, parce qu'il va falloir trouver de l'argent. Alors, il y en a qui essayent d'être un peu drôles en disant mais il y a déjà 1,6 milliard avec Google qui doit payer cette indemnité. Hein. Mais c'est pas encore arrivé. Mais il est vrai qu'il va y avoir encore de nouveaux arbitrages par rapport à ça. Parce que, et comme le disait Chantal Joanneau... Elle avait l'air préoccupée, Chantal Joanneau, de cette affaire. Oui, parce qu'on a quand même l'habitude en France de vivre à crédit, qu'on le veuille ou non. Et que ce soit l'État, mais aussi les collectivités locales. Elle a aussi rappelé aussi que la région... Les individus et les individus. Elle a dit même si le même problème, les Français ont des bas de laine. Un peu les mêmes problèmes à la région, elle a dit. Oui, tout à fait, c'est ce qu'elle disait. 800 millions d'euros qu'ils allaient emprunter. Jérôme Cordelier, qu'est-ce que vous pensez de ce débat qui va naître sur affecter des dépenses, des recettes c'est un débat éternel puisque c'est un des mots principaux de la France. Donc le problème, c'est l'endettement et les déficits publics, on le sait bien. On voit bien comment la gauche le de la gouvernement gauche et comment le problème, c'est que les gouvernements les uns après les autres n'arrivent pas à résoudre ce problème et que on a encore sous le mandat de François Hollande, augmenter les dépenses publiques. Et c'est ça un problème, tout en disant qu'il faut réduire les déficits publics, que c'est devenu quelque chose qu'on ne peut plus résoudre. Donc c'est un grave problème et qui... Là, Martine Aubry, d'une certaine manière, a raison, est en train d'entraver la France pour les années à venir. On va regarder la une du Midi Libre, Zoé Cadio, votre journal. Alors, c'est bientôt à vous de jouer, et ça concerne le nom de la région. Alors, il va changer, le nom de la région? Il va y avoir une énorme consultation qui va être menée en mai pour trouver le nom de la région. Alors, parce que Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, ça fait LRMP, c'est pas très joli, l'acronyme. Donc, je crois qu'ils vont essayer de trouver quelque chose d'un peu sexy. Et ça va être populaire, quoi? Les gens vont se mobiliser là-dessus? Ils espèrent, en tout cas. Ils espèrent de créer justement un mouvement et une adhésion par rapport à cette nouvelle identité. Ou pas, dans le papier, vous en parlez? Oui, on va essayer de jouer là-dessus. Jérôme Cordelier, c'est l'ouragan Trump.
évidemment, avec une photo de Donald Trump. Alors, il a l'air, je sais pas, on pourrait dire quoi, sceptique en même temps, observateur. Sceptique, non, il a l'air comédien surtout. Comédien, oui. Ça fait, bon, on est aux États-Unis. Il y a un très bon papier de Richard Ford. Enfin, il risque de gagner. La primaire. Alors, Richard Ford dit il ne sera jamais, il commence son papier comme ça, c'est l'attaque, il ne sera jamais président des États-Unis. Et Robert Paxton, l'historien, dit que lui, il faut quand même plus prendre en considération le risque majeur que Trump. Mais déjà qu'il puisse gagner une primaire, n'est-ce pas un événement en soi déjà? C'est un événement en soi, surtout que, bon, d'abord, il a quand même fait des déclarations abracadabrantes sur n'importe quoi, et très populiste, très démagogue. Il s'est mis à dos tout l'establishment, et voilà. Mais c'est un phénomène politique à analyser quand même et à prendre c'est pas la première fois que ça un arrive. objet politique merci à voir. Zoé Cadio, merci Jérôme Cordelier. On se retrouve lundi pour une nouvelle matinale d'infos de Public Sénat et de Sud Radio. Bon week-end à tous et à lundi.